Je suis Céline Ouziel, je suis responsable du programme Fulbright FLTA, qui veut dire Foreign Language Teaching Assistant, donc de la Commission franco-américaine. Et je vais vous faire une petite présentation de la Commission et du programme FLTA, et ensuite vous pourrez me poser toutes vos questions dans la petite boîte de chat. Donc le programme Fulbright, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est un programme qui a été mis en place par le Congrès américain en 1946 grâce à une loi votée par la personne dont vous voyez la photo. Il s'agit du sénateur James William Fulbright, qui était sénateur de l'État d'Arkansas. Donc c'est un programme d'échange entre les États-Unis et aujourd'hui à peu près 160 pays dans le monde. Donc ce programme existe entre la France et les États-Unis depuis 1948 grâce à 2 accords bilatéraux entre les 2 gouvernements. Et le principe du programme, ce sont des étudiants, des chercheurs, des artistes des 2 pays partenaires qui sont envoyés de l'autre côté de l'Atlantique de façon réciproque, donc soit par exemple dans le cas de la Commission, des Français qui vont aux États-Unis, soit des États-Unis qui viennent en France, avec une bourse ou dans le cadre d'un programme financé par les 2 gouvernements. Du côté américain, ce programme est sponsorisé par le département d'État, donc c'est l'équivalent du ministère des Affaires étrangères, et selon les pays avec lesquels le programme Fulbright, dans lesquels le programme Fulbright existe, il est administré par des organisations non gouvernementales, des ambassades américaines ou des commissions Fulbright binationales, comme c'est le cas de la France, avec la commission Fulbright franco-américaine, donc qui a été fondée en 1948. Donc c'est un organisme qui est financé conjointement par le gouvernement français et le gouvernement américain. Donc, du côté français, nous recevons des financements du ministère des Affaires étrangères et puis d'autres ministères. Nous avons également des financements de certains conseils régionaux, pas forcément dans le cadre du programme FLTA, plutôt pour les bourses de recherche. Nous avons 20 programmes dans les 2 sens, donc il n'y a pas que le programme FLTA, mais aujourd'hui je ne vais parler que du programme FLTA. Si vous êtes intéressé par les autres programmes, je vous invite à regarder sur notre site internet www.fulbright-france.org. La Commission franco-américaine, c'est aussi un centre d'information générale qui s'appelle le Centre Éducation USA et qui a pour mission d'informer, de conseiller, de guider tous les étudiants français ou qui habitent en France et qui ont un projet d'études aux États-Unis, tout type de projet. Pas forcément dans le cadre du programme Fulbright, ça peut être aussi pour aller faire des études post-bac, un master, un doctorat ou même un post-doc de manière indépendante, par exemple. Alors, je vous invite à aller regarder sur cette page que nous avons créée au mois de juillet dernier et qui célèbre la classe 2020, enfin la promo 2020, de tous nos boursiers français. Alors, il n'y a pas tous les boursiers qui sont indiqués, qui sont présents sur cette page, mais vous pourrez voir par exemple les témoignages de 4 de nos lauréats qui sont revenus en France là et qui ont passé toute l'année académique 2019-2020 aux États-Unis dans le cadre du programme FLTA. Donc Audrey, qui est partie à Lincoln University en Pennsylvanie, qui a la particularité d'être ce qu'on appelle une HBCU,
une université qui accueille principalement des étudiants afro-américains. Donc HBCU, ça veut dire Historically Black College and Universities. Nous avons également le témoignage de Nicolas qui était assistant à l'université de Saint-Thomas dans le Minnesota, Héloïse qui était à Agnescott en Géorgie. Agnescott, c'est une Women's College, donc qui n'accueille principalement que des jeunes femmes, et Anya qui était à Gardner-Webb en Caroline du Nord, dans un établissement privé d'affiliation chrétienne. Donc, si vous voulez voir un petit peu comment ça s'est passé pour eux, je vous invite à aller sur cette page Fulbright Friends Class of 2020 et regarder aussi peut-être les témoignages des autres boursiers des autres programmes. Alors, le programme Fulbright FLTA, qu'est-ce que c'est? En sachant que je vais aussi parler de la bourse de la Fondation Carlet Lévy d'ESPA, qui en fait fait partie maintenant et complètement intégrée dans le programme FLTA. Donc, je répète, FLTA, ça veut dire Foreign Language Teaching Assistant. Donc, ce n'est pas que Fulbright, puisque le programme FLTA, il existe aussi dans d'autres pays. Il y a chaque année à peu près 400 FLTA du monde entier qui sont placés sur des campus américains pour enseigner leur langue maternelle. En France, on a à peu près entre 25 et 30 lauréats qui partent sur des campus américains qui sont placés par notre partenaire américain IAI. Donc, pour pouvoir postuler depuis la France, parce que vous pouvez aussi, si vous n'êtes pas français peut-être, postuler pour partir à partir de votre pays de nationalité. Donc, pour postuler à la Commission franco-américaine en France, il faut être de nationalité française. Il faut également avoir sa résidence permanente en France. Alors, si vous êtes en échange en ce moment à l'étranger, même si c'est un petit peu compliqué en ce moment, mais vous pouvez tout à fait postuler. Par contre, si vous êtes de nationalité, si vous avez la double nationalité franco-américaine, vous n'êtes pas éligible, puisque avec la nationalité américaine, de toute façon, vous pouvez partir quand vous voulez aux États-Unis et vous n'êtes pas du tout éligible au programme Fulbright, qui est lié à un visa spécifique, un visa d'échange. Donc, il faut pouvoir aussi voyager seul. Vous ne pouvez pas venir avec votre conjoint ou vos enfants. Le programme n'est pas prévu pour ça parce que généralement, vous êtes logé dans une chambre privée seule sur le campus américain. Pour pouvoir être éligible, il faut être titulaire au minimum d'une licence. Alors, je vais lister les disciplines éligibles dans la diapo qui suit. Donc, normalement, il faut avoir déjà obtenu sa licence au moment du dépôt du dossier, sauf pour les personnes qui sont en LLCE anglais. Donc, je vois qu'il y a une personne qui a réussi à brancher sa caméra. Donc, par contre, effectivement, bon, moi, la caméra, ça ne me gêne pas, mais c'est juste le micro pour ne pas qu'il y ait trop d'interférences. Donc, les candidats qui sont en troisième année de l'LCE anglais sont les seuls à pouvoir postuler dès la troisième année. Pour toutes les autres disciplines, il faut avoir déjà validé sa licence, là, maintenant, si vous voulez partir pour 2021, par exemple. Il faut un niveau d'anglais correct avec un TOEFL minimum de 79,80 sur 120, ce qui correspond à un niveau B2, C1, on va dire. Ou si vous préférez participer, passer le test du IELTS, il faudrait avoir minimum 6,0 sur 9. Évidemment, votre français doit être clair et précis. Il faut que ça soit votre langue maternelle. Il faut aussi être très flexible par rapport au placement. On va voir un petit peu dans quel type de placement vous pouvez atterrir si vous êtes sélectionné.
ceux qui ont une formation FLE, c'est-à-dire les personnes qui ont une formation pour enseigner le français langue étrangère, sont prioritaires, sont les bienvenus. Si vous voulez aussi être prof d'anglais, vous êtes aussi prioritaire, bienvenue. Mais ce n'est pas obligatoire. Nous acceptons également d'autres types de profils. Donc, alors, quelques informations supplémentaires pour participer au programme. Donc, nous avons entre 25 et 30 postes par an, y compris le poste à Amherst College dans le cadre de la bourse de la Fondation Carlet Lévy d'ESPA. Donc, ce sont des programmes qui durent une année académique, qui commencent au mois d'août et qui finissent au mois de juin. Ce n'est pas renouvelable, donc vous ne pouvez pas rester une année supplémentaire, en tout cas dans le cadre du programme Fulbright FLTA. Et les avantages offerts sont très intéressants d'un point de vue financier, puisque votre université d'accueil vous offre la gratuité des frais de scolarité pour 2 cours par semestre, vous offre l'hébergement, la pension complète et une allocation mensuelle qui correspond à une sorte de bourse en fait, ou peut-être je préfère dire une allocation. Ce n'est pas vraiment un salaire, vous n'avez pas le statut de salarié sur place et généralement ça correspond à un minimum 400 $ par mois. La commission franco-américaine, dans le cadre du programme Fulbright, vous offre une allocation forfaitaire de voyage. Là, en ce moment, c'est 1 200 ou 1 400 € selon votre destination. Si vous allez, par exemple, plutôt sur la côte ouest ou dans le Midwest, on va plutôt être vers les 1 400 €. Si vous êtes plus sur la côte est, etc., c'est plutôt 1 200 €. Vous aurez également une assurance santé offerte par le département d'État américain, donc gratuite. Et puis, si jamais votre université d'accueil se trouve dans un endroit où le niveau de vie local est quand même assez élevé et nous estimons que ce que vous offre votre institution d'accueil n'est pas suffisante, il se peut que vous ayez une bourse de séjour complémentaire, mais elle est vraiment éventuelle et elle est calculée selon le niveau de vie local. Donc, ce n'est pas vous qui pouvez la demander, elle est automatique si on estime que ce qu'on vous offre n'est pas suffisant. Donc voilà. Alors, les disciplines éligibles, à part les personnes qui sont en LLCE anglais, LEA par exemple, anglais-espagnol, FLE, ceux qui sont en master FLE, mais également d'autres disciplines des sciences humaines et sociales, anthropologie, études culturelles, relations internationales, sciences politiques. Ça peut être aussi des domaines artistiques. Notamment, nous avons fait partir des gens qui étaient spécialistes en théâtre. Ça nous semblait assez logique quand on est professeur. Il faut qu'on ait un petit peu une notion des arts dramatiques, on va dire. Aussi des personnes qui font de la communication, parce que ce sont des gens qui maîtrisent bien les outils de réseaux sociaux qui sont importants pour faire la promotion de la langue et de la culture française. Tous ceux qui sont en informatique et nouvelles technologies de la même manière. Et puis évidemment tous les domaines liés à l'éducation, sciences humaines et sociales, la littérature aussi, même les lettres modernes et la sociologie. Par contre, les profils qui nous intéressent généralement pas du tout, ce sont les personnes qui sont en école de commerce et qui n'ont jamais fait soit de langue étrangères, soit d'enseignement, soit et qui ont vraiment un projet très, très business. Et puis les personnes aussi qui sont en école pareil d'ingénieurs
et qui veulent partir pendant leur année de césure. Ça ne correspond pas du tout aux personnes qui sont généralement sélectionnées. Alors, des choses à savoir au niveau de l'éligibilité. Les candidats, donc, je le répète, doivent avoir leur licence au moment du dépôt du dossier, sauf les personnes qui sont en LLCE anglais et qui sont en 3e année. Vous n'avez pas besoin de passer le TOEFL ou le IELTS avant le 1er décembre, puisque généralement, les scores au TOEFL, c'est surtout pour les personnes qui ont été sélectionnées et qui doivent envoyer leurs scores aux universités d'accueil. Donc, vous pouvez attendre de voir si vous êtes présélectionné, et vous le saurez généralement mi-décembre ou début janvier, pour prévoir de passer le TOEFL. Chaque année, on se débrouille pour organiser des séances d'examen du TOEFL plutôt à Paris, avec des vouchers, c'est-à-dire la possibilité de passer le test gratuitement sans avoir à payer les frais de scolarité. Je ne peux pas vous le garantir pour cette année, mais en tout cas, sachez que vous n'avez pas l'obligation de passer le test pour le 1er décembre. Les personnes qui ont déjà séjourné récemment aux États-Unis, c'est-à-dire si vous venez de partir pour un séjour de longue durée, d'au moins 6 mois, vous n'êtes pas prioritaire. On va plutôt faire partir des gens qui n'ont pas eu l'occasion d'aller aux États-Unis en dehors qu'en tant que touristes. Et les candidats, par contre, qui sont déjà aux États-Unis au moment du dépôt du dossier ne sont pas éligibles. Ils seront carrément écartés de la présélection. Les candidats qui sont sélectionnés le sont par rapport à leur niveau académique. Alors, ce n'est pas un programme qui est aussi sélectif que, par exemple, l'autre programme Fulbright pour les étudiants qui partent en master, puisque nous avons un taux de sélectivité qui tourne autour de 30%. Donc, on n'accepte pas non plus n'importe qui, mais on peut tout à fait accepter des personnes à condition que les notes ne soient pas catastrophiques. Donc, ce qui est important surtout, c'est aussi vos expériences pédagogiques ou vos expériences d'animation culturelle. Si vous avez déjà été assistant dans un autre pays que les États-Unis, c'est encore mieux. Vos activités extra-universitaires, si vous êtes assez actif au niveau voilà, associatif, etc. Au niveau des placements, alors ce n'est pas la commission franco-américaine qui s'occupe de choisir vos institutions d'accueil, c'est notre partenaire américain qui s'appelle IIE, the Institute of International Education. La liste des institutions d'accueil n'est pas connue au moment où vous déposez un dossier en décembre, c'est au mois de mars qu'on sait quelles sont les universités qui ont demandé à avoir un assistant de français. Il y a un système d'appariement mutuel qu'ils appellent le Mutual Matching System, c'est-à-dire les candidats qui ont été nominés par la commission franco-américaine vont recevoir une liste de 4-5 universités d'accueil et vont faire une sorte de classement pour indiquer dans quelle université elle préférait être placée parmi les 4-5 qu'on lui propose. Et de l'autre côté, chaque université reçoit de la même manière 4-5 candidats potentiels et classe les candidats selon leurs préférences. Et après, IIE se charge de faire une sorte d'appariement. C'est toujours par contre l'université d'accueil qui a le dernier mot. Donc, vous pouvez très bien être placé dans l'université que vous avez classée en dernier parce que c'est la seule qui vous a préféré en premier. Les propositions définitives, donc le mutual matching, c'est généralement au mois de mars.
Les propositions définitives sont faites à partir de fin avril, début mai. Cette année, vu les circonstances particulières, ça a été beaucoup plus tard, mais en temps normal, c'est plutôt avril-mai. Vous êtes placé dans ce qu'on appelle des colleges, donc des institutions qui sont plutôt de petite taille et surtout délibérément en dehors des grands centres urbains. C'est-à-dire que vous ne serez certainement pas placé en plein milieu de New York City ou de Los Angeles, plutôt à la campagne, dans des structures qui ne sont pas très renommées où la population française n'est pas, ou francophone n'est pas forcément très représentée. Et c'est là que donc vous êtes vraiment en immersion totale. Donc, le candidat peut indiquer une région, mais ce n'est pas garanti. Ça dépend vraiment des institutions d'accueil. Alors, en quoi consiste le travail de l'assistant de langue? Donc, selon les universités d'accueil, dans chaque université d'accueil, il va y avoir des situations un petit peu différentes, mais généralement, on vous demande de diriger une conversation en français, faire la promotion de la langue et de la culture française à travers, par exemple, le Club de français, la Maison française, les médias locaux. On peut vous demander de participer à des émissions de radio, de télévision, pas tous les jours, hein, bien sûr, mais de temps en temps. Donc ça, c'est vraiment faire la promotion de la langue et de la culture française, donner envie aux étudiants américains qui sont sur le campus à la fois de venir prendre des cours de français, mais aussi peut-être d'un jour de voyager en France. Corriger des devoirs des examens de français, corriger la prononciation des élèves. Par exemple, souvent il y a des laboratoires de langue où les étudiants américains viennent pour essayer de pratiquer leur français oral. Et dans certains cas, mais pas toujours, l'assistant aura quasiment les mêmes responsabilités qu'un professeur aura en charge une classe et sera chargé de faire le programme de l'année, les cours, préparer les cours, corriger les devoirs, être seul en classe. Et ça s'appelle un primary teacher. Donc, primary teacher, ce n'est pas un professeur d'école primaire, c'est vraiment un enseignant responsable, en fait. Même si vous avez toujours le statut d'assistant, vous n'aurez jamais le vrai statut de professeur. Au niveau des cours que vous allez prendre vous-même en tant qu'étudiant, parce que vous avez sur place, vous aurez un statut d'étudiant. Vous ne serez pas salarié à plein temps. Donc, vous êtes obligé de prendre au moins 2 cours par semestre. En revanche, si vous prenez plus que 2 cours, là, je ne suis pas sûre que ça sera forcément gratuit, mais il y a 2 cours par semestre qui vous sont offerts et un des cours est forcément en lien avec la culture américaine, puisque c'est un programme d'échange, donc vous partagez la culture française, mais vous essayez d'en savoir plus sur la culture américaine. Donc, ce qu'ils appellent American Studies, c'est très large. Ça peut être l'histoire américaine, la langue, la littérature américaine, la science politique. Il y a plein de choses qui font partie de la thématique. Par contre, ce n'est pas un programme diplômant, donc ça ne vous permettra pas d'obtenir un diplôme américain, ça ne suffira pas. Certaines universités ne vous permettent pas de faire valider les cours en crédit. Donc, ce n'est pas automatiquement des cours qui vont être transférables à la fois en France ou aux États-Unis si vous voulez continuer vos études sur place. Donc, ça sera plutôt en audit. Et il y a d'autres universités, par contre, qui vous laissent le choix entre audit et credit. Ça sera à vous de voir en temps voulu. Les cours que vous allez prendre, ça sera plutôt du niveau undergraduate, c'est-à-dire premier cycle, c'est plutôt les 4 premières années d'études dans le cadre d'un bachelor's. Donc, ça sera vraiment très rare que vous puissiez prendre des cours de niveau master. Et tous les cours ne sont pas accessibles aux assistants. Par exemple, vous n'aurez pas accès à l'école de droit, vous n'aurez pas accès à l'école de médecine, vous n'aurez pas accès à l'école d'ingénieur, à l'école de business. Ça sera plutôt
dans le programme de sciences humaines et sociales. Il y a la possibilité de valider vos crédits avec l'accord de votre UFR en France, mais ça, c'est à vous de négocier directement avec vos professeurs en France. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas un échange universitaire, c'est plutôt un échange culturel qui va être plus dans le cadre d'une année de césure. Mais il y a plein de gens qui ont réussi à s'arranger avec leur département en France pour que les cours, notamment ceux qui sont en civilisation américaine et qui ont juste, par exemple, un mémoire à écrire, s'il y a juste 1 ou 2 cours à valider, c'est tout à fait faisable. Des choses à savoir, donc programme d'une année académique non renouvelable. Il y a la clause des 2-year home residency requirements qui sont en fait, cette clause elle est valable pour tous les candidats Fulbright du monde entier, enfin plutôt les candidats étrangers qui vont aux États-Unis, qui en fait à l'issue de leur programme ou de leur diplôme américain doivent revenir dans leur pays de nationalité pendant 2 ans pour pouvoir prétendre à un visa de travail ou d'immigration. Donc, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas retourner aux États-Unis pour faire du tourisme ou même peut-être pour étudier, mais si jamais, par exemple, on vous propose un travail à la fin de votre programme FLTA, vous ne pourrez pas, vous serez bloqué par la clause des 2-year home residency requirements. Donc, pensez à ça. Vous avez le droit, en revanche, de candidater pour un autre programme Fulbright 2 ans après votre retour en France. Donc, il y a des personnes qui reviennent en France et repartent avec une bourse Fulbright dans le cadre de leur master ou de leur doctorat américain ou dans le cadre de leur séjour de recherche, par exemple. Vous n'êtes pas obligé d'être inscrit à la fac en France pour pouvoir postuler. En revanche, il faut que vous ayez, et vous n'êtes pas obligé d'être étudiant au moment de postuler. En revanche, il faut avoir obtenu votre diplôme depuis moins de 5 ans. Hein, si ça fait 10 ans ou 15 ans que vous travaillez, vous n'êtes plus vraiment éligible au programme FLTA. Sachez que aussi au niveau du budget, même si c'est un programme qui finance quasiment tous vos besoins vitaux, on va dire, il y aura quand même un petit budget à prévoir de votre part, notamment l'avance des frais de voyage, puisque on ne vous verse pas votre allocation voyage sans le visa. Donc, il faut attendre d'avoir le visa pour obtenir l'allocation. Alors, une question. Bonjour, est-ce qu'il serait possible de cumuler cette année d'assistanat avec un M2? Oui, alors ça, c'est à vous de vous arranger. Nous, ça ne nous arrange pas du tout. Mais il faut que vous soyez suffisamment disponible pour pouvoir mener de front les 2 projets. Alors, une personne qui n'a pas compris les 2-year home residency requirements. Donc, les 2-year home residency requirements, c'est si jamais un jour vous voulez travailler ou immigrer aux États-Unis, les services d'immigration vont vous demander une preuve que vous avez séjourné en France pendant 2 ans, cumulés. Alors, ce n'est pas forcément 2 ans consécutifs, ça peut être 3 mois par-ci, 3 mois par-là. Avant d'avoir l'autorisation de pouvoir avoir ce visa de travail ou d'immigration. Donc, ça veut dire que tout de suite après, par exemple, votre programme Fulbright, vous n'aurez pas le droit de travailler ou d'immigrer aux États-Unis. En revanche, il y a d'autres visas qui ne sont pas soumis à cette règle des 2 ans, notamment le visa d'étudiant ou évidemment le visa touriste. Prévoir d'avancer les frais de voyage. Donc, mettez un peu des sous de côté, à peu près autour de 1 000 €, 1 200 €
pour pouvoir avancer vos frais de voyage, même si vous avez une allocation forfaitaire de voyage, mais qui ne vous sera pas versée avant l'obtention de votre visa. Et ça, c'est souvent au mois de juillet, donc ça fait un petit peu tard pour prendre son billet d'avion. Sachez également que l'assurance santé qui vous est offerte par le département d'État américain est très minime. Elle est, pour nous, on pense qu'il vaut mieux une assurance santé complémentaire parce que les frais de santé aux États-Unis sont assez excessifs par rapport en tout cas à la France, et vous ne serez pas couvert par l'assurance maladie française. L'autre avantage, c'est que nous organisons pour tous les boursiers Fulbright une orientation généralement à Paris au mois de juin. Cette année, on a dû faire une orientation virtuelle, donc c'est un petit peu différent. Mais encore une fois, si l'année prochaine, les choses reviennent à la normale, on va espérer, l'orientation aura lieu à Paris. Et il y aura également ce qu'on appelle des Summer Orientations qui seront organisées par notre partenaire IIE dans plusieurs campus américains et pas forcément dans votre campus d'accueil avant que vous commenciez votre programme. Donc, il faut éventuellement s'attendre à être disponible à partir du début du mois d'août pour pouvoir d'abord commencer par la Summer Orientation et ensuite commencer votre programme. Au niveau du calendrier de sélection, donc je vais vous montrer le lien pour postuler tout à l'heure. Le dossier en ligne est à soumettre avant le 1er décembre. C'est un dossier assez conséquent, donc il ne faut pas le faire à la dernière minute. Il y a un comité de présélection qui se réunit mi-décembre. Vous avez une première réponse de présélection juste avant les vacances de Noël, généralement, ou au plus tard début janvier. Si vous êtes présélectionné, vous êtes convoqué pour un entretien à la commission à Paris ou au pire par Skype en janvier. Généralement, c'est plutôt fin janvier, mais je n'ai pas encore les dates pour cette année. Et en même temps, vous pouvez passer le TOEFL en janvier. Au mois de mars, si vous êtes nominé après les sélections, donc choisi par la commission franco-américaine, votre dossier est envoyé aux États-Unis et notre partenaire américain vous envoie l'invitation pour faire ce qu'on appelle le mutual matching, donc le classement des 4-5 universités qu'on vous propose et l'offre définitive de placement qui est unique. Par contre, on ne peut pas vous proposer d'autres universités si jamais vous n'aimez pas celle qu'on vous propose. Ça sera plutôt fin avril, début mai, selon la situation. Procédure de candidature générale. Donc, le dossier en ligne est sur le lien qui est indiqué sur la page apply.iie.org/FLTIer2021. S'il y en a certains parmi vous qui ont déjà fait un dossier d'admission l'année dernière, malheureusement, vous ne pouvez pas récupérer ce que vous avez déjà rempli, parce que le lien n'est pas le même. Donc, lisez bien les instructions. J'ai l'impression qu'il y a encore un petit bug. Bon, je vais recommencer. Au niveau des procédures d'admission, j'ai l'impression que c'est quand je partage mon écran que ça bug. Donc, voilà. Donc, je vous invite à aller sur notre site internet pour avoir sur la page du programme FLTIer pour voir. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous copier-coller le lien. Je vais vous le mettre sur la petite boîte de conversation. Là, visiblement, à chaque fois que je partage mon écran, ça bug. Donc, sur ce lien, vous avez toutes les procédures de candidature qui sont expliquées, le lien pour remplir le dossier. Je répète, la date limite, c'est le 1er décembre
2020 à 23h59. Le 2 décembre, tous les dossiers soumis ne sont pas acceptés. Ne vous y prenez pas à la dernière minute. Voilà. Et ce qu'il faut dans le dossier, donc il y a un certain nombre de documents à télécharger normalement. Tous vos relevés de notes depuis la première année d'études supérieures, pas uniquement les derniers, hein, je veux tous les relevés de notes depuis la première année après le bac. Un CV, si possible en anglais et en français, les deux. 3 lettres de recommandation. Alors ça, ce n'est pas forcément avant le 1er décembre, mais déjà avant le 1er décembre, il faut enregistrer les coordonnées des 3 référents que vous aurez choisis et ils auront jusqu'au 15 janvier pour remplir leurs lettres directement en ligne. Ils vont recevoir une invitation par email pour remplir un formulaire de recommandation en ligne. Les TOEFL, donc il y a normalement des sessions de TOEFL organisées en janvier pour les candidats présélectionnés et normalement vous devriez être exempté des frais d'inscription au TOEFL. Pour la bourse de la Fondation Carly Lévy d'ESPA, c'est exactement le même dossier, la même date limite. En revanche, il faut me fournir en plus une lettre de motivation supplémentaire que vous pouvez m'envoyer par email. Donc tout ça, c'est indiqué sur notre site à la rubrique que je vous ai, à la page exacte. Ah oui, il y avait une question, si c'est une université en zone rurale, est-ce qu'il faut avoir le permis? Alors ça, ce n'est pas obligatoire pour l'éligibilité, mais c'est utile. Ça peut être utile parce que certaines universités, en fait, vous mettent à disposition une voiture. Pas toujours, hein, mais ça arrive. Alors, les lettres de recommandation, ce sont des lettres qui sont rédigées par soit un professeur, soit éventuellement un employeur, et qui va vanter vos mérites. Donc, il y a par contre un modèle qui doit être utilisé, et la procédure que préfère le jury, c'est que déjà dans le dossier de candidature, à un moment donné, vous avez une rubrique, je crois, Recommender, si je ne me trompe pas, où vous allez enregistrer les noms, les coordonnées électroniques de chacun de vos 3 référents. Donc, il faut absolument 3 référents. Et ensuite, eux reçoivent une invitation email pour se connecter à un formulaire électronique qu'ils doivent remplir directement en ligne et de préférence en anglais. Bon, si c'est vraiment pas possible de le faire en anglais, ils le font en français, mais c'est vrai que c'est mieux que ça soit en anglais directement. Donc, l'enregistrement des noms des 3 référents doit se faire avant le 1er décembre. Donc, ça veut dire qu'avant le 1er décembre, vous devez déjà avoir déterminé qui va vous écrire les 3 lettres de recommandation. Et 3 personnes différentes qui doivent vous écrire vos lettres de recommandation. En revanche, les référents eux-mêmes ont jusqu'au 15 janvier pour soumettre leurs lettres en ligne. Ou éventuellement, s'ils sont vraiment complètement paumés, qui ne savent pas remplir un dossier, un formulaire en ligne, à ce moment-là, ils m'envoient leurs lettres par email en pièce jointe. Une personne qui demande qu'est-ce que l'allocation mensuelle? Alors, une allocation mensuelle, c'est l'allocation qui est fournie par l'université d'accueil. Donc, c'est une allocation qui correspond normalement à un minimum de 400 $. Et ça, c'est en plus du logement offert et de la pension, des forfaits repas, par exemple, qui sont offerts par l'université d'accueil.
Une personne qui demande si j'ai passé le TOEFL en janvier 2020, est-ce que je dois le repasser? Non, normalement, les scores sont valables 2 ans, donc ça marche, hein, de janvier 2020, ça devrait aller. Si la lettre de recommandation est écrite en français, doit-on la traduire? Non, alors elle est confidentielle, les lettres de recommandation sont confidentielles, donc ça ne doit pas passer sous le nez du candidat. Pour les traductions, pour le moment, ne vous souciez pas de tout ce qui est traduction. Si jamais, par contre, vous êtes sélectionné, à un moment donné, il faudra s'occuper des traductions. Mais pour le 1er décembre, ne vous embêtez pas avec des traductions en anglais. Alors, une personne qui me demande, je donne des cours particuliers de français, est-il possible qu'il m'écrive une lettre de recommandation? Oui, oui, pour des cours de partie. Si c'est une personne que vous connaissez depuis plusieurs années et que cette personne peut vraiment écrire une bonne lettre de recommandation, oui, pourquoi pas, hein. Je n'ai pas compris à quoi correspondait la bourse. Est-ce que c'est en plus de l'allocation? Alors, la bourse, il n'y a pas la bourse. Si vous voulez, nous, on vous donne déjà automatiquement, si vous êtes sélectionné, la commission, sur le budget de la commission. Vous avez tous une bourse de voyage, donc une allocation forfaitaire de voyage qui va être soit 2200 ou 2400 euros. Et éventuellement, vous aurez une bourse de séjour supplémentaire si l'allocation mensuelle de l'université est insuffisante par rapport au niveau de vie local. Mais cette bourse de séjour, elle n'est pas automatique. Elle est uniquement calculée, versée, si, par exemple, les 400 $ que l'université vous verse nous semblent trop insuffisants. Il n'y a pas de critère d'éligibilité, c'est uniquement par rapport au niveau de vie local. Parce que dans chaque État aux États-Unis, il y a des niveaux de vie qui sont complètement différents, même à l'intérieur du même État. C'est plus cher de vivre dans telle ville que dans d'autres villes. C'est pareil en France d'ailleurs. Le TOEIC est-il valable? Non. C'est le TOEFL ou le IELTS. Rien d'autre. Alors, j'ai vu tout à l'heure qu'il était possible de choisir une région et que certaines universités sont privées chrétiennes. Y a-t-il une possibilité d'éviter certains types d'universités? Ok. Alors, c'est un programme qui vous demande d'avoir beaucoup de flexibilité. Et on demande aussi aux universités d'accueil d'avoir beaucoup de flexibilité par rapport aux candidats. La majorité des universités privées aux États-Unis et beaucoup des petites universités privées qui accueillent nos FLTA français aux États-Unis sont d'affiliation chrétienne. Et aux États-Unis, il y a quand même une culture qui est quand même très attachée à la religion, et en particulier la religion chrétienne. Mais bien évidemment, les universités n'ont pas le droit de vous obliger à pratiquer une religion qui n'est pas la vôtre ou qui ne correspond pas à vos convictions. Alors, après, effectivement, vous pouvez être dans une ambiance particulière. Nous, on ne peut pas contrôler le comportement des étudiants locaux. Mais ça, ce n'est pas uniquement dans les universités chrétiennes. Et vous pouvez très bien être confronté au comportement que vous indiquez dans votre message, dans d'autres types de structures aux États-Unis, en France ou ailleurs. Donc, vous pouvez indiquer une préférence ou, je ne sais pas, à un moment donné, dire, voilà, je serais très mal à l'aise dans ce type
d'université, mais vous ne pouvez pas éliminer et dire, si vous dites « je ne veux pas être dans une université chrétienne », vous avez fortes chances de ne pas être présélectionné. Parce qu'on s'attend à ce que vous ayez une certaine flexibilité. Bon, on peut en reparler après en privé, si vous m'envoyez un message, on peut en rediscuter. Bon, les traductions, c'est pareil, il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. On verra ça si vous êtes sélectionné. Alors, au niveau du visa, donc le visa, ça sera un visa J1, c'est un visa d'échange, sponsorisé par le gouvernement américain. Donc, vous êtes boursier du gouvernement américain si jamais vous êtes lauréat Fulbright. Donc, en tant que tel, vous ne payez pas les frais de visa. Donc, vous êtes exempté des $160 de frais de demande de visa, qui sont généralement demandés, pour tous ceux qui demandent un visa quel qu'il soit. Et en plus, normalement, il y a des frais spécifiques pour les visas J1 et F1, qui sont d'environ $220, qui vous sont exemptés également. Donc, en tant que boursier Fulbright, pas de frais de visa. Et on vous aide à faire votre demande de visa. Vous êtes complètement accompagné dans les procédures de visa. Ah oui, alors si nous sommes pris dans une université privée catholique, est-on soumis à un dress code particulier, piercing, tatouage? Je ne pense pas qu'on va vous demander d'enlever votre piercing ou d'enlever votre tatouage. En revanche, après, c'est comme quand vous allez à un boulot, hein. Il faut simplement avoir une certaine tenue, un dress code, voilà, qui ne change pas que ce soit une université catholique ou pas. Donc, on ne peut pas vous obliger à vous habiller d'une certaine manière, mais disons qu'on s'attend à ce que vous soyez montrable, on va dire. Mais on ne vous demandera jamais on ne va pas vous éliminer parce que vous avez un piercing ou un tatouage. Alors, je vois qu'une personne a demandé « Les 3 référents doivent être des professeurs de non. Alors, il faut au moins une lettre d'un professeur actuel, récent. Après, les 2 autres lettres, c'est soit un autre professeur, de préférence qui vous connaît depuis moins de 3 ans. Enfin, il ne faut pas que ça soit un professeur que vous avez connu au collège ou au lycée, hein. Et puis surtout aussi éventuellement un employeur. Si par exemple vous avez déjà travaillé comme professeur ou si vous avez déjà fait de l'animation culturelle. Alors, à quoi correspond le volume d'heures par semaine lorsqu'on est assistant de langue? Donc, c'est maximum 20 heures par semaine. Alors, ce n'est pas 20 heures vraiment de cours en présentiel. Ça correspond à la fois aux heures de cours où vous rencontrez vos étudiants. En général, c'est entre 5 et 9 heures par semaine, on va dire. Après, il y a la préparation des cours, il y a aussi peut-être l'animation de clubs culturels, la préparation, alors ça je viens de le dire, la préparation des cours, la correction des copies, voilà. Donc, logiquement, ça ne devrait pas dépasser à peu près 20 heures par semaine. Que notre référent peut être une personne de la famille d'accueil dans laquelle j'étais jeune fille au pair. Oui, pourquoi pas? Oui, ça peut. Enfin, si elle a des choses intéressantes à dire, hein, il faut pas choisir. Faut choisir vraiment une personne qui a des choses précises à dire sur votre façon de travailler. Voilà. A-t-on nos week-ends de libre? Oui, en général, vous travaillez du lundi au vendredi. Enfin, vous travaillez. Il faut bien comprendre que ce n'est pas un statut de salarié. Hein. C'est vraiment vous avez le statut d'étudiant. Et vous rendez service à l'université en partageant et en faisant la promotion
de la culture française et en enseignant quelques heures par semaine. Et en échange, vous êtes logé, nourri et vous avez la possibilité de suivre 2 cours gratuitement. Est-ce possible de demander une lettre de recommandation à un employeur dans le cas d'un travail de commercial? Oui, mais essayez toujours de demander à ce référent de faire quand même un lien avec vos capacités, peut-être soit à enseigner, peut-être si vous avez un sens pédagogique. Voilà, il ne faut pas que la lettre qu'elle ait rien à voir avec le but du programme. En tant que commercial, vous pouvez très bien du coup avoir les capacités à vendre, hein, puisque faire la promotion d'une culture, c'est aussi vendre la culture française, donc ce n'est pas illogique. Alors, en tant que lecteur, quel sera le programme? Serons-nous libres? En tant que lecteur. Je ne suis pas sûre de bien comprendre la question. Je sais qu'en France, on fait une différence entre assistant et lecteur. Il faut que vous compreniez que là-bas, vous allez enseigner le français, la langue française et rarement la littérature. Vous n'allez pas enseigner à des personnes, voilà, les étudiants américains qui prennent des cours de français à l'université, souvent ils ont un niveau débutant. Donc ça sera vraiment des cours de niveau première, deuxième année, des gens qui n'auront peut-être pas fait de français au lycée. Hein, c'est pas comme nous en LCE anglais où on a fait de l'anglais pendant toute notre scolarité depuis le début du collège, voire en primaire. Eux, généralement, ont très peu d'occasion d'apprendre des langues étrangères, sauf éventuellement l'espagnol. Mais le français, ce n'est pas une langue qui est très populaire, en tout cas au lycée. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait un programme de… voilà, on ne va pas vous demander de travailler sur un roman. Voilà, c'est vraiment apprendre à converser en français. Voilà. Après, on peut vous demander, mais un petit peu en dehors de votre poste principal, d'animer une conférence ou de parler d'un livre que vous aimez, des choses comme ça. Donc, il peut y avoir des choses un petit peu plus, avec un niveau un peu plus élevé pour d'autres types d'étudiants. Alors, le programme, il dépend du niveau de votre classe. Et en fait, il n'y a pas de programme national. Chaque université aura son propre ouvrage scolaire. Ils n'utilisent pas un programme centralisé. De toute façon, avant que vous partiez, généralement, on essaye de vous aider au maximum au niveau des ressources FLE. Il y a plein si vous n'avez pas de formation FLE, il y a plein de ressources que vous pouvez trouver sur Internet pour pouvoir enseigner le français, trouver des petits jeux, voilà, pour intéresser vos élèves. Alors, question intéressante de Clara. Avons-nous le choix entre assistant de langue et professeur, donc primary teacher, comme j'ai dit tout à l'heure? Vous pouvez choisir, il me semble que dans le dossier, on vous demande est-ce que vous voulez être en charge d'une classe ou est-ce que vous voulez seulement être assistant. Après, l'université, quand elle va regarder les dossiers, si elle cherche quelqu'un qui est primary teacher, elle va préférer une personne avec de l'expérience. Si vous n'avez aucune expérience ou très peu, il y a peu de risques qu'on vous place dans une université qui recherche un professeur à part entière. Enfin, pas un professeur, mais un primary teacher. Alors, il y a une question par rapport, donc toujours au programme, est-ce que vous serez libre? Oui et non. Je pense que dans un système américain, on vous laisse un petit peu plus de liberté, peut-être que dans un
dans un système français. En revanche, il y aura quand même, dans beaucoup d'universités, on va quand même vous donner ce qu'on appelle un syllabus, donc le programme de l'année, et il faudra parler de tel point de grammaire, mais ça ne sera jamais de la grammaire pure. On vous demandera d'avoir beaucoup de créativité pour que ça soit ludique et que surtout il y ait de l'interaction. C'est vraiment un système, l'enseignement des langues aux États-Unis, on veut que ça soit le plus interactif possible et le plus ludique possible. Ok, bah écoutez, merci de votre attention. Donc j'espère que vous allez déposer un dossier. Donc pour ceux qui n'étaient pas là au tout début, donc je répète, date limite 1er décembre, et surtout pour pouvoir postuler, il faut au minimum que vous ayez une licence au moment du dépôt du dossier, ou éventuellement que vous soyez en 3e année de LLCE anglais et que vous ayez la nationalité française. Donc ça, c'est le minimum pour pouvoir postuler. Après, toutes les conditions d'éligibilité sont indiquées sur notre site internet www.fulbright-france.org. Il y aura normalement une autre visioconférence en octobre, je n'ai pas encore la date en tête, mais regardez sur notre agenda. Et si finalement vous êtes rendu compte que vous préférez postuler pour les autres programmes Fulbright, donc par exemple le programme étudiant, il y a un webinaire le 24 septembre. Et si vous voulez postuler, si vous êtes en doctorat et que vous voulez plutôt partir dans le cadre du programme Fulbright doctorant, donc pour un séjour de recherche, ça sera un petit peu plus tard en novembre. Donc merci à tous et puis à bientôt, j'espère.